Épisode 1. Les questions de Cain. On dit parfois que la vallée protège. Le Val est une coupe de verdure posée entre des collines basses, pas assez hautes pour être des montagnes, trop hautes pour qu'on les oublie. Une rivière y coule, claire, froide, obstinée. On l'appelle la Douce, comme si la nommer ainsi suffisait à la rendre inoffensive. Le village d'Astien s'accroche à ses berges comme une poignée de pierres jetées au bon endroit. Quelques maisons serrées, une grange commune, un puits, une place sans pavé et, un peu à l'écart, une petite bâtisse avec un clocher. Une cloche qui ne sonne presque jamais. Ce soir-là, pourtant, tout le monde était réveillé. On se souvenait du vent plus que des paroles, du bruit de l'eau plus que des cris, les volets qui claquent, les chiens qui tournent, la lumière d'une lanterne qui traverse la place, puis s'éteint, puis revient, comme une pensée qui hésite. Et dans la maison du producteur de navets, la mère de Cain donnait naissance à un enfant qu'elle ne verrait jamais. Le père, Alain, avait les mains larges et la voix lente. Il n'était pas un homme qui demande aux choses de se dépêcher. Il avait toujours cru que la vie suivait la même logique que la terre. Tu sèmes, tu attends, tu récoltes. Cette nuit-là, rien ne suivit. On avait couru chercher la sorcière. Elle vivait à l'écart, dans une cabane adossée à la pente, là où la forêt commence à sentir l'humus et la pluie avant même qu'elle tombe. On l'appelait sorcière parce qu'on ne savait pas quel autre mot mettre sur une femme qui connaissait les plantes, les fièvres, les chairs, les saignements, et qui, parfois, regardait les gens comme si elle les voyait sous la peau. Personne ne l'aimait vraiment. Personne ne l'invitait à table. Personne ne lui demandait son avis, sauf quand l'enfant brûlait de chaleur ou qu'un homme s'effondrait dans un champ. On l'utilisait et on en avait peur. Alors cette nuit-là, ils étaient venus la chercher comme on vient chercher un seau quand la maison brûle. Elle s'appelait Scylla, un nom court comme une décision. Quand elle entra, elle ne posa pas de questions. Elle posa ses mains. Elle fit ce qu'on fait quand il n'y a plus de place pour les mots. Et malgré la chaleur de l'âtre, malgré les linges, malgré les prières jetées comme des cailloux contre l'ombre, la mère de Cain se vida de sa vie au moment exact où Cain prenait la sienne. On ne sait pas si Alain cria, on sait juste qu'il resta immobile longtemps, le front contre un mur, comme s'il cherchait à entendre la terre répondre. Dans les jours qui suivirent, Astien parla peu de la mère. Les villages parlent rarement des femmes mortes en donnant naissance. C'est trop près du sacré, trop près de la faute, trop près de la peur. On parle plutôt de l'enfant. On disait « Il est né au mauvais moment. ou Il a pris tout l'air pour lui. ou encore La Douce était haute cette nuit-là. le vieux prêtre de la petite bâtisse, lui, vint déposer une bougie. Il s'appelait Père Audran. Il appartenait à cette religion qu'on appelait la lumière, une religion tolérée parce qu'elle ne demandait presque rien et qu'elle offrait une idée simple. Il y a quelque part une clarté qui juge et qui sauve. Le problème, c'est que dans le Val, on ne vivait pas quelque part, on vivait ici. Et ici, la clarté dépendait des saisons et des nuages. Le temple de la lumière à Astien était une petite bâtisse de pierre, propre, maigre, avec un autel et un vitrail qui n'avaient de couleur que dans les rares après-midi d'été. Sa cloche ne sonnait presque jamais, pas par interdit, plutôt par oubli. Les gens apportaient à manger au prêtre comme on dépose du sel au seuil. On ne sait jamais. Ce « on ne sait jamais » allait devenir une phrase importante pour Cain. Cain grandit dans la maison de Aline, comme une plante qui pousserait de travers sans qu'on sache si c'est un défaut ou une forme de beauté. Il apprit tôt à marcher, mais il marchait comme s'il suivait des lignes invisibles. Il parlait peu, mais ses yeux restaient ouverts longtemps, comme s'il ne pouvait pas se permettre de cligner. Les enfants du village couraient ensemble. Ils criaient pour se trouver. Cain, lui, s'éloignait pour entendre. Il aimait les sons simples, la pelle qui frappe la terre, l'eau qui passe sous le gué du palice, le frottement des feuilles mortes sur la pente. Il aimait aussi les choses qui ne trichaient pas, un caillou poli par la douce, un bout de bois avec une veine en spirale, un navet arraché du sol avec sa peau encore humide.
Aline, quand il le voyait jouer seul, disait qu'il était sage. Mais la sagesse de Cain avait la forme de questions. Pas des questions pour attirer l'attention, pas des questions pour plaisanter, des questions qui surgissaient comme un besoin physique. Pourquoi la rivière tourne ici? Parce que... elle tourne. Oui, mais pourquoi ici? Aline répondait souvent par un geste, une main sur l'épaule, un regard fuyant vers la terre, une phrase de travailleur. Parce que c'est comme ça. Et Cain, au lieu d'être satisfait, gardait la question dans sa poche, comme on garde une graine dont on ne sait pas encore quoi faire. Il avait aussi des questions sur les gens. Pas pourquoi ils sont méchants ou pourquoi ils mentent, non. Des questions plus étranges, plus simples, plus difficiles. Pourquoi on dit bonjour si on ne veut pas vraiment savoir si ça va? Pourquoi il rit quand ça ne fait pas rire? Pourquoi on dit on ne sait jamais alors qu'on ne fait rien pour savoir? À l'école du village, une pièce où l'on apprenait surtout à tenir une craie, à compter les sacs, à lire les annonces, Cain ne comprenait pas le jeu social. Les autres enfants semblaient savoir quand mentir gentiment, quand frapper, quand s'excuser, quand se rapprocher. Cain, lui, voyait les règles sans savoir la raison. Et quand il ne comprenait pas la raison, il ne pouvait pas faire semblant. Il devint vite le garçon bizarre. Les filles de son âge, parfois, essayaient. Il y en avait une, Lise, qui avait appris qu'on peut obtenir l'attention en étant brusque. Elle lui tirait la manche, lui jetait des cailloux près des pieds, lui disait « Tu viens au bord de la douce ?» Cain la regardait, puis regardait l'eau. Il venait parfois. Il restait silencieux. Il ramassait des pierres. Il ne savait pas qu'on attendait autre chose de lui que sa présence exacte. Lise, un jour, lui dit « Tu me trouves jolie ?» Cain répondit après un long moment. Tes cheveux brillent comme la peau des navets quand ils sont mouillés. Elle le gifla. Puis elle partit en pleurant, furieuse d'être blessée par quelqu'un qui ne l'avait même pas voulu. Aline entendit parler de la scène, et il eut cette phrase qui revenait sans cesse, comme un clou qu'on enfonce trop. Tu dois apprendre, Cain. Mais apprendre quoi? Les navets, Cain apprenait. Les saisons, il les comprenait. Le poids d'un panier, le rythme des récoltes, la patience de la terre. Tout ça avait une logique qui ne changeait pas selon l'humeur des autres. Les gens, eux, changeaient tout le temps. Quand Cain avait 8 ans, Aline l'emmena pour la première fois au temple de la lumière un matin froid, plus par respect que par foi. Le père Audran était seul dans sa petite bâtisse. Il nettoyait l'autel comme on nettoie une idée qu'on refuse d'abandonner. Il parla de clarté, de route, de pardon. Il parla de là-bas, de plus loin, de grandes cités où la lumière est forte et où les cloches sonnent. Cain regarda le vitrail pâle, la poussière dans le rayon. Puis il posa une question qui fit taire le prêtre. Si la lumière est vraie, pourquoi elle ne vient pas ici? Le père Audran sourit avec une tristesse habituée. Elle vient, mais les gens ne la regardent pas. Cain demanda alors très simplement. Alors pourquoi tu restes? La question était nue, sans provocation, sans cruauté, comme un enfant qui tient un caillou et veut savoir s'il vient de la rivière ou de la colline. Le prêtre resta un moment silencieux, puis répondit. Parce que quelqu'un doit allumer la lampe, même si personne ne la voit. Aline posa son panier de nourriture près de la porte comme on respecte un pacte ancien. En sortant, il souffla. Ne parle pas comme ça au prêtre. Cain répondit tout aussi bas. Je n'ai pas parlé comme ça. J'ai parlé vrai. Aline ne sut pas quoi dire. Il serra juste la main de son fils, trop fort, comme s'il pouvait le maintenir à l'intérieur d'Astien par la force de ses doigts. C'est Scylla, la sorcière guérisseuse, qui vit le plus vite ce que les autres ne voulaient pas nommer. Un jour où Cain avait de la fièvre, une fièvre ordinaire, mais qui inquiétait Aline parce que tout le ramenait à la nuit de la naissance, on l'amena à la cabane. Scylla posa une main sur le front de Cain, puis sur sa poitrine, puis elle observa son regard. « Il écoute trop. » dit-elle. Aline fronça les sourcils. Trop quoi? Trop le monde. Elle prit un petit bol de bois, y versa une tisane amère, et parla sans chaleur, sans malice. Il ne manque pas d'amour. Il manque de... filtre. Les autres ont des volets dans la tête. Lui, tout est ouvert. Alors il est fatigué. Aline voulut protester, comme on proteste quand quelqu'un met un nom sur ce qu'on se refusait à voir. Mais Scylla continua. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas un signe.
C'est juste sa manière. Puis, comme si elle donnait un objet banal, elle tendit à Quin un caillou parfaitement poli, gris clair, presque blanc. Tiens, quand les choses deviennent trop bruyantes, tu tiens ça. Tu te rappelles que la rivière s'est passée sans se justifier? Quin prit la pierre. Il la tourna dans sa paume, comme s'il venait de recevoir une langue nouvelle. En sortant, Aline regarda la cabane, les arbres, la pente. Il murmura. Tu crois qu'il partira? Scylla ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit. Il est déjà parti, dans sa tête. Un jour, ses pieds suivront. Cette phrase resta longtemps dans la bouche de Aline sans qu'il puisse la recracher. Le soir, Astien se tassait autour des foyers. On rangeait les outils, on refermait les portes, on disait « bonne nuit » sans toujours regarder. Quin, lui, sortait parfois seul jusqu'au coude de la Douce. Il s'asseyait, pierre dans la main, et regardait l'eau comme on regarde un livre qu'on ne sait pas encore lire, mais dont on reconnaît déjà la nécessité. Ce soir-là, alors que la lumière tombait entre les collines, il entendit un son sec, rare, un seul coup, la cloche du temple. Pas un appel, pas une cérémonie, juste un battement isolé, comme si quelqu'un, là-bas, avait voulu vérifier que le métal existait encore. Quin se leva d'un coup, il resta immobile, le cœur trop clair, puis il murmura, sans s'adresser à personne. « Pourquoi maintenant ?» Et pour la première fois, au lieu de ranger la question dans sa poche, il sentit qu'elle ouvrait une porte. Pas dans le temple, pas dans la cabane de Scylla, quelque part derrière les collines.